C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens. Je suis Anne-Sophie Suppiot. Je m'appelle Grégory Vacher. Vous êtes en quête de sens, et ça tombe bien parce que nous aussi. Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Quelle bonne idée. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui ? La vie est belle avec Hubert Motte. Merci Francine. Alors, on y va. Bonjour à tous, nouveau podcast. Comme d'habitude, on se retrouve avec Greg pour échanger un petit peu en amont. En amont de l'invité qui arrive en aval. Enfin, qui arrivera après, quoi. Ouais, N'importe quoi. c'est ça. On espère que vous allez bien. Le podcast qu'on va faire dans quelques instants, on l'a quand même repoussé à peu près 12 fois. Ouais. On va avoir Hubert avec nous au téléphone qui a créé, vous allez voir, une entreprise géniale. Mais c'est vrai qu'il a pas eu de chance, Hubert. Alors au début, c'était quoi ? C'est moi qui étais malade ? Non, c'est ton fils qui a été malade toute la nuit, donc t'étais un peu flappy. Il avait vomi toute la nuit, donc je lui avais Ouais. dit, bon écoute Hubert, j'ai pas beaucoup dormi. C'est cool d'avoir les détails. Après, c'est moi qui ai vomi ? Oui. Ah oui, c'était moi qui étais malade. Oui, forcément, mon fils m'a... T'as offert ce cadeau. C'est ça. Après, c'était quoi ? La flemme, je crois, on n'avait plus envie. Donc, on lui avait dit, écoute Hubert, si ça te dérange pas, on va aller plutôt à la piscine de Libourne, à la Calinésie. Non, mais surtout que le pauvre, on l'a décalé, alors qu'il y a eu beaucoup d'actualités dans sa vie. Il a ouvert un très grand magasin du côté du nord de la France. Un magasin ou une usine plutôt de fabrication ? Un magasin. T'es sûr que c'est un magasin ? Non. D'accord, ok. On va en parler avec lui. En tout cas, ce qu'il fait, nous, on sait ce qu'il fait. Il est dans la lignée de ces nouveaux entrepreneurs qui travaillent pas juste pour faire de la thune, mais qui veulent faire des produits en utilisant du déjà existant. Il fait de l'upcycling et du recyclage, ou du recycling, j'allais dire. Et on trouve ça super. Est-ce que tu achètes des produits, toi, de seconde main ou recyclés, upcyclés ? Alors, de seconde main, oui. C'est-à-dire des trucs sur Vinted, des trucs comme ça ? Oui, j'ai acheté tous mes manteaux, je les achète sur Vinted. Je trouve ça très pratique. Puis il y a des marques que j'aime bien mais qui sont pas données, donc je les achète aussi pour des raisons financières sur Vinted aussi. Ouais, Et puis bon, c'est l'occasion de leur donner une seconde vie, les pauvres. ouais. Et puis notre invité, je lui ai acheté beaucoup de choses. Ah oui, t'as invité beaucoup de choses chez Acheté. Ouais. T'as acheté beaucoup de choses chez cet invité, oui, parce qu'il fait des accessoires un peu qu'on peut offrir à Noël. Vous allez voir si vous êtes déjà en train de vous poser la question de qu'est-ce que je vais offrir à mon grand-père à Noël. Déjà, il sera peut-être plus là, donc calme-toi. Et c'est horrible. Non, mais peut-être vous vous posez des questions. Déjà, vous êtes un peu de la team. Je fais les choses en avance. Vous allez voir, ça, c'est des cadeaux qui font sens. Oui. Donc ça peut être des bonnes idées. Moi, je suis pas très upcycling. Par contre, je m'intéresse à plein de choses. J'adore voir chez les gens des choses qui ont déjà été utilisées et qui sont des fois réutilisées sous un nouveau jour. Je trouve ça super Tu veux original. dire comme un meuble ? Comme un meuble, comme par exemple, on a visité un lieu il y a pas longtemps avec Anso. La propriétaire, elle avait utilisé une ancienne porte de placard, quoi. Ouais. En miroir. Je sais pas comment ça s'appelle, ces placards. C'est des armoires normandes ou je sais pas. Enfin, c'est des vieux meubles, quoi, des années vieux. Ouais, des années Louis, je sais pas quoi là. Ouais, des années Louis, je sais pas quoi. Et donc, il y avait la porte avec encore le miroir dessus. Elle l'a détaché du meuble et puis elle l'a accroché au mur à l'horizontale. Et comme ça fait un miroir avec un cadre bois et puis la petite serrure en dessous. Enfin, ça fait hyper joli, quoi. Oui, et c'est bête comme chou, hein. Ouais. Et j'adore ça. J'aimerais trop savoir faire ça, réutiliser des trucs. Après, c'est vrai que j'essaie quand même de plus en plus d'acheter des choses de seconde main. Tout l'électroménager chez moi, par exemple, c'est des trucs que j'ai achetés en seconde main, notamment chez Murphy. Si vous connaissez pas, Murphy, Oui, ils c'est font bien. de la réparation de lave-vaisselle, machine à laver, mais ils vendent aussi en seconde main. Après, il y a les grosses enseignes qui font ça aussi, hein. Qui font toutes les... Enfin, Ouais. après, le but est peut-être plus de mettre en avant les plus petites enseignes, mais c'est quand même pratique pour les petites bourses. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a même Darty, je crois, qui fait ça maintenant. Quand Ah, tu tous, oui, Ouais. oui, oui. Et puis après, il y a aussi mon Bernard Loisir, hein, qui est de... Ah, Bernard Loisir. Bien Vous sûr. connaissez pas Bernard ? Ah, vous connaissez pas Bernard Loisir, le Bernard de tous les loisirs. C'est mon tracteur tondeuse que j'ai acheté pour une bouchée de pain. Et quand on voit le susdit Bernard Loisir, on comprend pourquoi ça coûtait qu'une bouchée de pain. Attends, mais explique pourquoi il s'appelle Bernard Loisir. On dirait que c'est toi qui l'as appelé comme ça. Non, c'était une marque de... Enfin, je sais pas si elle existe encore, peut-être qu'elle existe encore, mais c'était une marque de jardinage, Bernard Loisir. Et on a trouvé ça sur le Bon Coin, dans un petit village à côté. Il avait des pneus crevés, il avait pas vu le jour, je pense, depuis 1987. Et tu crois que c'était vraiment un gars qui s'appelait Bernard Loisir ? Ouais, qui a donné son nom à cette enseigne. Oui, c'est comme Darty, c'est comme Fnac, hein, c'est des noms de famille à la base. Ah oui ? Non. Allez, est-ce qu'il serait pas temps, une fois de plus, quand on le sait, qu'on arrive au bout d'une discussion,
Non sans mal. Est-ce qu'il serait pas Jean-Philippe temps- Fnac. est-ce qu'il serait pas temps de se tourner vers notre invité du jour? Tout à fait. Il est là, il est en direct. Les standardistes nous font signe. La lumière rouge s'allume. Les potards sont levés. Et nous l'accueillons. Il est avec nous et ça fait toujours plaisir de lui reparler. Bonjour Hubert. Salut l'équipe. Comment ça va? Mais ça va bien. Comment ça va? Ça fait plaisir de te reparler. Oui, on s'est eu plusieurs fois quand on faisait de la radio, etc. Mais nous, on s'est dit, ce podcast aussi, c'est l'occasion d'avoir du temps pour des gens qu'on a aimé rencontrer et avec qui on a aimé échanger, mais avec qui on était un peu limité quand on faisait de la radio, parce que forcément, il fallait jouer des titres, les forbans, tout ça. Il y avait la Envoyer pub. Les publicités. Voilà. Tout ça. Leclerc, je te dérange, Philippe. Nous, tu nous as bien dérangé, en tout cas, pendant 15 ans. La belle époque. Si on te retrouve, on te bute. Bref, en tout cas, ça nous fait plaisir de t'avoir parce qu'on va pouvoir aborder un thème. Alors, j'allais dire qu'on n'a jamais abordé. Figure-toi que Si. on s'approche un peu de ce que tu fais aujourd'hui, puisqu'on a eu il y a quelques semaines un restaurant, les propriétaires d'un restaurant et l'équipe d'un restaurant qui a ouvert à Libourne. Je ne sais pas si tu connais cette magnifique ville. Bah, pas encore, mais il paraît que c'est très très chouette. Il y a des gens chouettes là-bas. On en parle dans le monde entier. Voilà. Il y a des documentaires sur Libourne, des films. Je confonds avec Lisbonne souvent, mais C'est la même. C'est la même. Sauf que ça penche pas, il n'y a pas la chaleur, il n'y a rien d'ouvert. Ça penche pas. Lisbonne, ça penche. Oui, je sais, ils ont des trams qui. il y a un restaurant. Il y a un restaurant. Ouais, À ouais. Libourne, oui. Ouais. À Libourne, il y en a un. Il s'appelle Papy et Papillon. Et en fait, c'est un restaurant inclusif. Tous les serveurs, tout le personnel, ce sont des personnes atteintes de handicap mental qui sont dans des ESAT et qui viennent bosser dans le restaurant. Et voilà, ça marche très bien. Et puis, ça permet aux gens, au public, d'éveiller un peu leur conscience, de s'ouvrir un peu et de se dire, voilà, on est tous différents sur cette terre, on peut cohabiter. Voilà. Mais Trop toi, bien. tu ne travailles pas du tout en restauration. Non. Alors attends, Non, j'aimerais bien. déjà, Mais, on va peut-être dire, parce qu'on t'appelle Hubert depuis tout à l'heure, mais on ne sait pas qui tu es, d'où tu viens, où tu habites et qu'est-ce que tu as créé. Donc explique-nous tout, Hubert. Ouais, et les gens comprendront pourquoi il y a un rapport un petit peu avec Papy et Papillon, vite fait de loin. Mais Voilà. il y a des gens- avec grand plaisir. Du coup, moi j'ai 30 ans maintenant. Ça pousse. Ça pousse. Je me suis lancé il y a un peu plus de 6 ans dans une aventure qui s'appelle La Vie est Belt. Et donc, je crois que vous parlez anglais, hein, on fait des belts, on fait des ceintures Ouais. avec des pneus de vélo. Enfin, je vous dis vous, mais vous connaissez, mais c'est plus pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Le concept, c'était de partir d'un déchet, le revaloriser localement et en faire un produit de la vie de tous les jours. Et ce déchet, le point de départ, c'est les pneus de vélo, un déchet qui est incinéré par millions. Et nous, on les collecte. Ces pneus de vélo usés, on les découpe, on les nettoie et on les confectionne ici, juste derrière là-bas à Roubaix, à côté de moi là, et on en fait des ceintures. Parce que toi, t'es C'est où cool. déjà? À Roubaix. Nous, on est dans le nord de la France, basé à Roubaix. Ok. Cette belle ville de briques et de ciel gris, mais il y a plein de belles choses dans ces briques. On est la nouveauté là, c'est qu'on vient d'inaugurer notre nouvel atelier dans une ancienne usine textile, et dans lequel on a mis ce qu'on a appelé la belterie, notre camp de base confection de belts. Et vous êtes plusieurs marques, non? T'es pas tout seul là-bas, c'est ça? Vous êtes un groupe? Exactement, ouais, dans ce nouveau lieu qui s'appelle Tissel, on est 7 associations et entreprises de l'économie circulaire. Et l'envie, c'était de se partager des locaux, de vivre ensemble plein de belles choses, d'avoir des lieux communs. Et l'usine, en tout, fait 11 000 mètres carrés et elle appartient à la mairie de Roubaix. Ah. Alors moi, j'aimerais bien qu'on fasse une petite machine arrière tant qu'on est un peu décousu, parce que je me dis autant vraiment tout péter. Ouais, c'est vrai qu'on est très décousu là. Ben oui, mais les gens... On est dans l'upcycling, mec. c'est Ouais. ça, on prend des bouts de phrases et je Les te dis, podcasts. c'est ça qui est bien avec les podcasts aussi, c'est qu'après les gens peuvent faire des montages chez eux. C'est Et- des puzzles auditifs en et fait. Ils remettront tout dans l'ordre. Prenez un logiciel de montage chez vous, Audacity, il est gratuit, et vous remonterez le podcast dans le bon ordre. Non mais avant qu'on comprenne, on va très vite comprendre pourquoi tu fais ça, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans l'upcycling et pourquoi l'idée des pneus, pourquoi des ceintures. Mais avant ça, de mémoire, toi, tu as fait des études qui font que tu bossais quand même dans le monde de l'habillement. De la mode, j'allais dire. En tout cas, tu étais dans les vêtements d'hiver pour Decathlon, non? C'est pas ça? Eh ben ouais, t'as une belle mémoire, ça fait plaisir. J'ai fait des études d'ingénieur, Ouais. donc 5 ans d'études, mais à partir de la 3e année, pendant 3 ans, j'étais en alternance. Et donc, je travaillais pour Decathlon, en effet, dans les marques de montagne, en Haute-Savoie, à Salanches.
Et donc j'étais responsable, le métier s'appelle ingénieur produit, donc responsable de la création et du développement des produits, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient fabriqués dans les quantités souhaitées, ça se comptait en millions, et au prix souhaité, ça se comptait en quelques euros selon les produits, et que ce soit livré à temps, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui fait du coup que toi, tu as eu un déclic pour te dire j'ai envie de faire autre chose? Ça a été une série de petits déclics qui font qu'au bout d'un moment, ça pèse un peu trop lourd dans la balance. On se dit, en fait, ça me convient pas, quoi. Et moi, ce qui me convenait pas, alors qu'il y avait plein de trucs qui me convenaient, hein. J'adorais ce métier, j'adorais travailler avec différents corps de métier, avec il y avait un dynamisme qui était cool. Je vivais dans la montagne, je faisais beaucoup de ski, je faisais des produits pour faire du ski. Mais par contre, les produits que je faisais, ils étaient faits à l'autre bout de la planète, avec des impacts écologiques franchement pas du tout sexy. Je faisais des sous-vêtements de ski qui étaient vendus 4,99 €. Donc tu demandes, même si tu réponds vraiment à un besoin, tu participes un peu même complètement à une surproduction, et tout ça avec des emplois aux conditions que personne ne souhaite vraiment, en fait. Tu vois, un des déclics qui m'a aidé à shifter, à changer, ça a été quand je suis parti 3 mois à Shanghai pour aller voir la production et de te confronter à la réalité de 800 personnes dans une usine à 5 heures de Wuhan, en plein milieu de la Chine. C'est 800 personnes qui vivent là dans un dortoir et qui travaillent 6 jours sur 7 et qui n'ont pas de vacances, si ce n'est une semaine au Chinese New Year, donc fin février, début mars, et qui vont voir leur famille une fois par an. Et voilà. Et en fait, mais t'as pas envie de vivre ça, et moi non plus. Ouais. Et faire participer à ça me faisait chier, en fait. Mais du coup, est-ce que tu as essayé à cette époque-là, je sais pas, justement d'alerter un peu, tu vois, d'en parler aux équipes là-bas sur place en disant, mais vous vous rendez compte de l'absurdité de ce qu'on fait? Est-ce que vous trouvez ça, vous, normal? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, justement, de changer les choses? Ou tu t'es dit, flemme? Un mélange des deux. Déjà, j'avais 20 ans. Et je pense que, tu vois, j'étais vraiment le petit genou. On m'appelait le stagiaire. Enfin, on m'appelait pas le stagiaire, mais comme j'étais en alternance, les gens comprenaient pas trop. Ils pensaient vraiment que j'étais en stage, quoi. Mais je questionnais, ouais, si, quand même, bien sûr, je commençais à questionner mes collègues, et certains, il y avait une sorte de dissonance de, ah ouais, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, je suis d'accord, c'est vraiment pas ouf. Et puis après, comme si ça traversait leur esprit, et ça repartait, et ils faisaient un peu l'autruche, tu vois. Ouais. Et certains m'expliquaient un peu que la vie c'est un peu plus compliqué que ça, que oui, mais que il y a aussi un salaire à gagner, et c'est vrai tout ça, tu vois. Il y a l'école des enfants, il y a le machin, donc oui, ça fait un peu chier, mais bon, on va en Chine une fois par an, et après on oublie un peu ce truc-là, et puis peut-être que finalement ils sont contents, les gens vivent dans l'usine, plus stylé. Ouais, c'est vrai. Tu vois, t'en viens à te dire ça, quoi. Bien sûr, ça se trouve, on pense pour eux alors qu'ils vivent leur meilleure vie, et en améliorant leurs conditions de travail, finalement, on leur gâche la vie. Et voilà, on a résolu du coup pas mal de problèmes avec cette phrase. Bon, on peut continuer à faire de la merde. Non, mais du coup, toi, forcément, tu t'es dit, ok, je peux plus avancer vers ça. C'est un non-sens total. Qu'est-ce qui t'a amené vers La Vie est Belt aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que Hubert aujourd'hui vend des ceintures, et pas que, parce ça a bien évolué aussi avec les années, on va en parler tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de faire ça, du recyclage, de l'upcycling? Ça a été clairement de continuer ce que je kiffais faire avant, tu vois, garder les ingrédients qui m'allaient bien, c'est-à-dire être dans la création de produits, passer vraiment d'idées, de créativité à du concret, de la matière, des protos. J'ai toujours kiffé, même quand j'étais plus petit, bricoler, faire des trucs, faire des cabanes, inventer des objets et tout. Et ce côté-là, je voulais le garder, tu vois, dans mon quotidien, parce que ça m'éclate. Tout comme vous, je pense que ça vous éclate de faire tout ce que vous faites et animer, et vous le faites tellement bien, ça fait trop plaisir. Merci. Moi, en tout cas, je pense que c'est vrai ce que tu dis. Moi aussi. Me concernant. Ouais, donc de garder les bons ingrédients, mais par contre d'essayer de prendre d'autres ingrédients qui me convenaient plus, notamment c'était clairement sur le sens, et plutôt que de faire loin, de fabriquer ici en local, plutôt que de participer à toujours l'extraction du peu de matière première qui nous reste et l'entassement de déchets, c'est de faire tout l'inverse, c'est de partir d'un déchet pour lui redonner une nouvelle vie, et d'essayer de créer un schéma qui se veut vraiment vertueux, que ça ait du sens tout ça,
et retrouver aussi un peu de concret. Tu vois, j'en avais marre d'être derrière un ordi 80% du temps à échanger avec des gens qui sont à l'autre bout du monde avec un mauvais anglais et finalement de perdre un peu le sens et le concret de mon métier. Oh, you not speak the English? Yes, it's a good. Tandis que maintenant la vie est belle, tu vois, et c'est bon, j'ai suffi. C'est vrai, c'est du franglais, c'est français super. Avec les gens avec qui je travaille, c'est cool aussi. Ouais, non, mais en tout cas, c'est courageux de faire ce genre de choses parce que même à tout âge déjà, c'est super courageux, mais comme tu dis, la plupart des gens se rendent pas forcément compte, ou alors je pense qu'on est nombreux à se dire des fois, ok, il y a quelque chose qui me dérange, mais c'est plus simple de fermer les yeux parce que sinon ça va secouer fort. Comment est-ce que tu l'as vécu d'ailleurs cette transition? Est-ce que tu y allais à peur au ventre? Est-ce que tu t'es dit de toute façon j'ai pas le choix, je fonce? Est-ce que t'as eu du soutien de gens autour de toi qui ont été précieux? Au début, je me suis posé la question au début, j'ai hésité quand même, tu vois, parce que D4 me propose un CDI bien payé, enfin, tu vois, le truc alléchant, quoi. Donc, ça a duré peu de temps, mais parce que j'avais quand même commencé à processer au fond de moi, mais il y a eu quelques semaines de réflexion où je voulais me laisser le temps de cette réflexion, et j'ai échangé avec un de mes collègues de l'époque, je me souviens, qui avait 45 ans, 3 enfants, et je disais, mais c'est quand même confortable, non, de rester chez D4 en CDI, enfin, c'est stylé, quoi. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, mais mec, t'as 23 ans, t'as vraiment besoin de confort? Et j'ai fait, ah non, en fait, pas du tout. C'est vrai que j'en ai pas tant besoin, en fait. Ouais. Et de là, je comprenais aussi que lui avait moins d'agilité de par, son engagement d'être papa, par exemple, d'être plus engagé sur d'autres choses. Et moi, en l'occurrence, j'avais cette agilité de pouvoir tout tenter. Et au fond de moi, je savais que je voulais un jour ou l'autre tracer ma route. Et si je le faisais pas maintenant, j'allais le regretter un jour ou l'autre, quoi. Ouais. Et alors, comment l'idée des pneus de vélo? Et comment l'idée des pneus de vélo, j'ai un peu listé plein de déchets, toutes les catégories de déchets qu'on a en France. Le pneu, j'y suis vite venu parce que c'est un déchet qu'on n'arrive pas à éviter. Tu vois, par exemple, les bouteilles en plastique, si on a tous une gourde, on n'a plus besoin d'avoir ce déchet, en fait. On n'a plus besoin d'en user. Par contre, des pneus, il n'y a pas d'alternative à présent. Donc, tout le monde use des pneus quand on fait du vélo ou de la voiture. Et on n'a pas le choix, entre guillemets. Et il n'y a pas de solution de revalorisation non plus. Ou il y en a très peu. Il y en a sur le pneu de voiture un petit peu. Sur le pneu de vélo, quasi rien. Et je me suis dit, là, il y a un vrai besoin d'une matière qu'on n'arrive pas à éviter, en fait. Et je suis parti de ça. Et aussi parce que je suis cycliste et que j'aime bien le monde du vélo et juste des pneus tous les ans. Et ça me plaisait de partir d'un truc me concernant aussi, quoi. Et en plus, tu vois, on parle du terme upcycling. Et ça peut arriver parfois, tu tombes sur une marque où ce sont des gens qui transforment un objet mais en autre chose, mais qui le retransforment. Toi, avec la Vie est Belt, c'est-à-dire qu'en gros, là, on parle des ceintures. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression d'avoir un pneu de vélo autour de la taille. Enfin, on voit vraiment quel était le produit original. Bon, il a été quand même un peu shampouiné. Il sent bon et tout, tu vois. Oui, c'est propre. Propre. On l'a dorloté. On l'a coupé, aplati et tout, mais ouais. Oui, il y a encore le motif. Et je pense que c'est ça aussi qui est fun, qui est cool dans les produits qu'on réalise, que ce soit les caleçons faits à partir de draps, les ceintures avec les tuyaux de pompier ou les pneus de vélo, les cordes d'escalade. On trouve l'ancienne vie du produit et ça lui donne une singularité et un style original aussi, en plus d'être solide et fonctionnel, quoi. Donc ça m'éclate bien. C'est vrai qu'à l'époque, on faisait de la radio, tu m'avais offert un slip. Et c'est rare en vrai qu'un invité t'offre un slip. C'est vrai, en général, c'est des fleurs. Voilà, mais bon. C'est sa patte. C'était un slip à fleurs. C'était un slip à fleurs. C'était un slip à fleurs, c'est vrai. Bah oui, on va pouvoir en parler d'ailleurs. Alors, vous utilisez des pneus de vélo pour faire des ceintures, des porte-clés, c'est très joli. J'invite tous les gens à aller sur le site de La Vie est Belle de toute façon parce que le mieux, c'est vraiment de voir. Vous faites aussi de l'upcycling donc pour réaliser des sous-vêtements, des caleçons, des culottes. Donc quand on parle d'upcycling, je le rappelle, ça veut dire que aucun élément n'est modifié en fait. C'est qu'on prend la matière telle qu'elle et on la remodèle tout simplement. Ouais, exactement. C'est prendre une matière et lui donner un autre usage. Là où le recyclage, on va prendre une matière et on va refaire une nouvelle matière. Et le fait de refaire cette nouvelle matière, souvent, ça nécessite de l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut broyer, chauffer souvent.
Et il faut aussi souvent un produit additionnel, c'est-à-dire un liant pour le textile, par exemple. On vient remettre des fibres neuves pour relier tout ça. Pour le plastique, on vient remettre un peu de plastique neuf pour lui redonner un peu de solidité. Ouais. Et donc finalement, c'est pas toujours super écologique. Et que la manière la plus noble de revaloriser une matière, ça reste le réemploi, réutiliser le produit ou réutiliser sa matière avec l'upcycling. Donc justement, quand vous faites de l'upcycling pour faire des sous-vêtements, ça se passe comment? Vous récupérez quoi? Et ben on récupère des draps et des housses de couette dans les centres de tri textile. Ouais. On vient les sélectionner et ensuite on travaille avec une blanchisserie solidaire qui emploie des personnes en situation de handicap, qui nettoie tous ces draps, qui les repasse. Et derrière, nous, on les découpe et on les monte en caleçon à Roubaix. Super. Qu'est-ce que vous faites d'autre du coup parce que moi, j'ai en souvenir surtout les sous-vêtements et les ceintures. Mais oui, il y avait aussi avec les cordes d'escalade, donc que vous faisiez des ceintures aussi. Ouais, niveau ceinture, on a fait une différentes catégories avec des pneus de voiture aussi. D'accord. Où il y a un process un peu plus long derrière de redécoupe du pneu de voiture. Ouais. Mais c'est cool, ça donne un chouette style. Et puis il y a avec les tuyaux de pompier. Ouais. Et puis sinon on fait des bracelets avec les maillons de chaîne de vélo et de la corde de bateau. Super. On a fait des avec nos chutes, on fait des porte-clés. On en a fait avec des ballons de rugby là pour la Coupe du Monde. Et Okay. Et on bosse sur d'autres produits là, notamment un porte-carte, autre chose comme ça. Et ce qui est important aussi dans La vie est belle, c'est que c'est là que les gens vont recouper. Voilà, et tu vois, tu lis dans mes pensées ce que j'allais te demander exactement la même chose. T'as demandé. Bah vas-y, alors demande-le. Pour voir si tu le demandes mieux que ce que j'allais faire. En fait, j'aimerais savoir comment ça se passe, comment tu transformes ces produits, avec qui tu travailles justement. Et c'était justement le parallèle qu'on voulait faire avec le restaurant Papy et Papillon qu'on trouve à Libourne. Ah ouais, tu l'aurais bien fait. Ouais, merci. Putain, trop stylé, bravo. L'envie du projet, on en a parlé un peu au début, c'était vraiment de créer un schéma vertueux pour la société. Et le défi, c'était de se dire, et si on pouvait consommer autrement et proposer des produits qui ont un vrai impact positif. Donc il y a l'aspect écologique dont on vient de parler, mais l'aspect solidaire aussi. Déjà par l'emploi local, mais en plus de personnes qui sont en difficulté de par des chemins de vie compliqués ou un handicap. Et en tout cas, pendant 6 années, on a travaillé avec une entreprise adaptée, donc à Tourcoing, qui a employé des personnes en situation de handicap. Et on a déménagé et on a internalisé notre propre production il y a 3 mois à la Belleterie à Roubaix. Et donc là, malheureusement, on n'a pas pu garder les mêmes personnes. Elles sont restées dans l'atelier initial. En revanche, on a embauché des personnes qui sont éloignées en situation d'insertion, avec la mission locale de Roubaix, qui est une sorte d'organisme qui aide à l'insertion professionnelle des moins de 25 ans. Et donc c'est comme ça qu'on garde aussi cette fibre-là qui me plaît. Et voilà, on est 5 dans l'équipe maintenant. Et je crois que c'est ça aussi que j'aime bien dans ton histoire et dans ce projet, c'est que je crois que notamment au début, quand tu n'avais qu'un seul employé, tu t'es vachement investi, toi, pour apprendre même à ses côtés, lui apprendre le métier, mais toi-même apprendre aussi des choses par la même occasion. Je veux dire, tu n'étais pas juste, une fois de plus, comme tu le disais, derrière ton ordinateur ou celui qui pense tout et qui laisse les autres exécuter. Tu mets les mains à la... Comment on dit ? À la pâte. À la pâte. C'est ça qu'on dit ? Ça ne veut rien dire, mettre les mains à la pâte. Tu mets la main à la pâte. Si. Ou les mains dans le cambouis, tu mets le mot que tu veux. Ouais, ouais, en tout cas, tu t'es bougé. Tu fais quelque chose pour fabriquer. Ouais. Mais non, carrément. En tout cas, ça fait partie des trucs qui me manquaient et qui me plaît, en tout cas, de fabriquer, d'être dans l'action, quoi. Et c'est ce qu'on fait ici. Je me souviens, au début, mon process, il était super bancal. En fait, j'étais franchement très à l'arrache à 23 ans, mais je pense que c'est un atout de démarrer avec cette sorte de naïveté de la jeunesse, de pas trop se poser de questions et de faire d'apprendre en faisant. Et donc Christophe, le premier salarié en situation de handicap en 2017, quand j'ai commencé à transmettre la production, je lui ai montré un process qui était encore un peu bancal et on l'a peaufiné ensemble, tu vois. Et après, lui, il a formé Gaëtan, il a formé Adama et l'équipe a grossi et on a structuré mieux le process. Et c'est cool, ça marche. Et on en a fait plus de 40 000 des ceintures depuis, avec 40 000 pneus de vélo, notamment. On en fait maintenant avec les pneus du Tour de France,
du Paris-Roubaix, enfin avec les équipes professionnelles de cyclisme. Là où avant elles jetaient leurs pneus de vélo après les courses, maintenant on leur offre une belle nouvelle vie et on crée des produits qui sont super collectors, et les fans de vélo ils sont complètement dingos de pouvoir porter un peu de leur passion sur eux, quoi. C'est cool. Alors on va parler de quelque chose qui moi m'intéresse pas du tout, mais je me dis c'est peut-être important pour certaines personnes. C'est comment est-ce que c'est réalisable ce genre de projet? Parce qu'on voit dès qu'il y a des trucs de démarche, de levée de fonds, oui, mais d'accord, mais n'hésite pas à aborder les questions vraiment pour les mettre en valeur. Non mais non, parce mais c'est cool parce que je suis comme toi, mec. Ah oui. Ouais. C'est super dur, je me dis comment, parce qu'avoir l'idée c'est trop bien, tu vas te dire putain je sais, on va faire ça et ça va faire du bien à la planète, et puis en plus on va faire bosser des gens au niveau local, enfin tout ça, mais je trouve ça passionnant, et si j'avais été à côté de toi à l'époque j'aurais dit mais ouais génial, on y va Hubert, trop cool, et puis si ça marche n'hésite pas de partager les bénéfices avec moi, voilà, j'aurais été là, j'aurais été le gratteur. Mais par contre, lever des fonds et se dire comment c'est réalisable, là j'aurais vomi dans ma bouche. Puis t'as raison, parce que finalement nous on s'en rend compte aussi parce qu'on découvre le fait d'entreprendre en fait c'est parfois hyper compliqué, c'est semé d'embûches, on te dit mais attends il faut faire ça, et par moment tu te dis plutôt faire autre chose, la sieste. Voilà. Du coup il y a plusieurs questions, mais enfin je trouve comment les fonds, l'argent, surtout quand tu es tout seul au début à te lancer, comment ne pas être démotivé aussi. Ouais, je pense moi ce qui m'a aidé c'est vraiment d'essayer d'y aller étape par étape, et je prenais un peu la métaphore de quand tu veux faire un sommet, tu vas monter en haut d'une montagne à pied, il faut faire pas après pas, et c'est qu'à la fin que tu seras arrivé en haut. Et si tu te restes que focus sur le sommet, tu te dis non mais vas-y mec, c'est beaucoup trop haut, je vais jamais y aller. Ouais. Et en fait moi je me suis rendu compte, du coup au début je me disais même pas entrepreneur parce que ça me faisait peur justement. Je me disais waouh, entrepreneur, levée de fonds, emprunt bancaire, non c'est mort, tu vois. Et je me disais non, je teste un truc, tu vois. Je monte un projet et je teste, on verra, et je me donne le temps de ça. Et un jour j'ai pris la parole, je sais plus, c'était dans une école ou quoi, et on m'a dit et aujourd'hui nous avons la chance de recevoir un entrepreneur. Et du coup là je me retourne, je fais il est où le mec? Et tout c'est toi, t'es un entrepreneur? Et je fais ah ouais bon d'accord, ok, je suis un entrepreneur. Et tu vois, j'avais besoin de ça pour me délester un peu du stress. Mais il y a plein de projets différents. Moi j'en ai choisi un qui sur lequel je puisse être maître d'un maximum de choses. C'est-à-dire je pouvais quand je me suis lancé, c'est moi qui fabriquais les produits, c'est moi qui collectais les pneus de vélo, c'est moi qui communiquais sur Facebook, qui commençait à en vendre et qui organisait des sortes de pop-up stores où je vendais mes produits. Et donc en fait de tout ça j'ai démarré sans emprunt bancaire, sans levée de fonds, et j'en ai jamais fait en fait. D'accord. Et ça fait 6 ans et on n'a pas d'actionnaire, je suis le seul actionnaire, on n'a pas d'emprunt bancaire. Et on n'a pas, j'ai pas cherché des sous même autour de moi. En fait, j'ai démarré avec 300 €, des prêts. J'avais un micro chômage d'apprenti. Je vivais dans une coloc où on était 6 pour pas payer trop cher. Et j'ai monté l'atelier dans la cave et j'ai acheté 300 balles de matos sur le Bon Coin. Et j'ai commencé à prototyper, fabriquer et vendre. Et de ça, j'ai commencé le premier mois, au bout de 6 mois de mise en place du projet, du process de 6 mois où j'ai commencé à vraiment définir quel produit j'allais vendre. J'ai fait mon premier mois avec 3 900 € de chiffre d'affaires. J'avais vendu 100 produits, 100 ceintures à 39 €. Et là, je les ai réinjectés pour acheter des meilleurs outils, pour commencer à avoir un site internet. Et en fait, ça a été comme ça. Ah ouais, donc tu as vraiment ton parallèle avec la montagne, c'est pour le coup exactement ce que tu as fait, quoi. Tu as vraiment fait pas à pas. Ouais, de ouf. En montant de pour un gars qui vient du plat pays, c'est un comble. Monterril, c'était Monterril à moi, tu vois. Ouais. Monterril du Nord. Mais il y a quand même eu, des coups de pouce financiers, mais ça a été des concours que j'ai gagnés. D'accord. Je sais pas d'ailleurs s'ils doivent sûrement en exister dans les médias et tout, mais en tout cas dans l'économie circulaire, il en existe, dans l'entrepreneuriat social et solidaire aussi, dans l'entrepreneuriat des moins de 30 ans aussi, et avant j'avais moins de 30 ans, alors j'ai fait ça. Et en tout, j'ai eu 29 000 € sur 2 années. Ok. En dons, tu vois. Ok. Parce que j'avais gagné des prix. Et ça m'a aidé à parfois faire quelques investissements nécessaires, comme des meilleurs outils, un site internet qui tombe pas en rade tous les jours, et voilà. Et donc aujourd'hui, c'est toujours le cas. Tu t'occupes toujours de tout. T'es toujours, je veux dire, sur la com. C'est toi qui gère. Est-ce que tu as une équipe maintenant qui s'occupe de ça?
Ouais, ben maintenant on est 5. Moi, j'ai essayé de garder à la fois ce qui me donne le plus d'énergie, et à la fois là où j'apporte le plus au projet, à la marque et à l'entreprise. Ça y est, on peut le dire. C'est vrai que ça faisait peur, mais c'est bon. Ça y est, On est une entreprise t'as le droit de le et dire. ça fait 6 ans et on est rentable et c'est cool. Et moi, j'ai gardé plutôt la partie défrichage. En fait, j'ai ça en moi. En fait, j'aime bien initier des nouvelles choses. Je suis moins fort dans le peaufiner et faire nickel les détails pour que ce soit parfait, nickel. J'aime bien, par contre, la page blanche et initier les choses. Et du coup, je m'occupe des partenariats, je m'occupe de la création de nouveaux produits. Je m'occupe aussi un peu de la production et des stocks et de l'optimisation des process. Et puis aussi de la gestion de l'entreprise, donc RH, compta, tout ça. Et les Ouais, trucs finance. vraiment bien kiffants, ça. Ouais, c'est- la c'est- compta, c'est. Ah, la compta, Ouais, mais c'est- moi j'aime bien, ça me fait ma pause, je mets de pas la musique normal. et puis au moins je suis... Mais nous aussi, on adore la Ouais, compta. compta. Bon, Moi, je Et vais te ben dire, voilà. attends, je te dis, Hubert, moi, je te dis aussi, Greg, moi, compta, c'est matin, midi et soir. bon, l'avantage, c'est qu'avec ce qu'on gagne avec la prod au fond du jardin, elle est vite fait. Ouais, elle est, Ah elle ouais, est assez rapide. Ouais. c'est Ouais. minimaliste. Ouais, C'est- c'est hyper minimaliste. Au moins, voilà, on l'aime parce qu'elle nous prend pas trop de temps. cette compta. C'est clair. Peut-être qu'il nous tarde d'ailleurs le jour où elle nous Ou gâchera la ce vie. sera matin, midi et soir. Je viendrai à Libourne pour faire ma compta alors. Ah oui, avec plaisir, on se fera des sessions apéros, compta. des apéros compta, Ouais. ça sera super. Non, mais en tout cas, c'est une belle histoire tout ça, et on souhaite que ça dure évidemment. Comment est-ce merci. que aujourd'hui on peut, enfin, j'ai très mal commencé ma phrase. En gros, je me demandais comment j'imaginais la taille de ton entreprise. Donc c'est toujours mal formulé, mais en gros, vous êtes combien? Voilà, là c'est bien formulé. Bah, toujours Aujourd'hui. 5. Ouais, on est 5. Non, Et mais tout le monde, avec tous Ah ouais. les employés. Moi, je veux savoir au total, genre la vie est belle, c'est combien de personnes dans la structure, quoi. eh ben je veux la refaire, on est 5 au maximum. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Ouais, on est petit, hein. Ouais. Enfin, on est petit à la fois. En fait, on a bien tous monté en compétences pour être assez efficace. Rien que la Faustine sur la production, elle fait elle produit des quantités de ceintures qu'on n'avait jamais réussi à produire autant avant, parce que aussi, on gagne en expérience, qu'on a optimisé nos process. Et en fait, ça me plaît, tu vois, qu'on soit pas si nombreux, qu'on grandisse à échelle humaine, mais que chacun soit bien et quand on est bien, on est efficace. Non, mais tu vois, comme quoi ça sous-entend qu'on avait vraiment une vision de la production comme un truc à la chaîne avec Ouais. 15 personnes. Toi, tu fais la boucle, toi, tu tires le bazar et toi, Ouais, tu mets le c'est- machin, quoi. Parce que c'est l'image qu'on a Ouais. souvent dans la Ouais. fabrication de vêtements ou autre. C'est temps moderne, quoi. Ouais, c'est ça. Où Le Charlie chacun- Chaplin. Mais non, c'est pas vraiment ça. Ce qui est cool aussi, c'est que du coup, par exemple, Faustine, elle, le matin, elle prépare les commandes, l'après-midi, elle fait de la découpe à 11h, après, elle va s'occuper de la mise à longueur. Donc, on diversifie les tâches. Ouais. Un truc qui m'éclate aussi, là, à la Belterie, c'est que, à la différence de ce que j'avais pu voir à l'époque, quand je travaillais pour Decathlon, c'est, là, notre atelier, il fait bon vif, tu vois. Il y a de la musique, on a décoré, on a fait une fresque, il y a la lumière du jour, c'est une vieille usine qui a plus de 100 ans, qui a trop de la gueule. On a mis un espèce d'espace canap, showroom, magasin. Enfin, le lieu est cool, tu vois. On a fait notre inauguration il y a 2 jours, on a eu plus de 500 personnes. Trop bien. Et genre, les gens, ils sont trop contents de venir, tu vois. Ouais. Et ça déchire, en fait. On est tous ensemble et ça donne envie d'être là et de passer du temps. Puis ça montre bien que ce modèle du travail, c'est pas parce que tu travailles dans des conditions ultra sérieuses, dans le silence, avec de l'ultra concentration, que tu es beaucoup plus efficace, en fait. Ça montre bien que ce modèle-là, il marche plus, quoi. Bah ouais, en tout cas, t'es dans un truc différent dans le sens où je pense que déjà quand quelqu'un est à la tête d'une structure, quelle qu'elle soit, et qui connaît de bout en bout tout ce qui se passe, ouais, c'est différent. C'est assez différent, peu importe la taille. Et après, c'est quel est ton objectif? Je pense pas qu'en ayant créé la vie est belle, tu te sois dire je veux devenir le nouveau Jeff Bezos. Ou je sais Mon plus idole, je t'ai pas montré, mais on a son poster. On a son portrait en énorme là derrière. Ouais. Donc, Poster. J'ai acheté sur Amazon le portrait, pas cher. Quoi? Rien, ce portrait, c'était plus logique. Oh, Poster. ça Il y a va. que toi qui penses à poster. Mais c'est pour ça que je t'aime, c'est trop drôle. J'adore les posters. Non, et d'ailleurs, juste sur l'atelier,
en fait, voyant l'appétence des gens et nous aussi notre fierté de montrer ici, on vient d'officialiser quelque chose et on permet aux gens avec la plateforme Weekendoo de venir fabriquer eux-mêmes leur ceinture. Trop bien. Tu vois. Ah, Et donc, c'est l'équipe qui encadre ici et tu peux venir, si tu es cycliste, tu peux venir avec ton pneu de vélo carrément, comme ça, tu auras vraiment une ceinture avec le pneu que tu as usé toi-même, ou venir en choisir un ici et fabriquer toi-même. Et ça, c'est cool de trouver le plaisir encore une fois, de mettre la main à la pâte, on peut le redire. Puis c'est des super idées de cadeaux, je trouve, les expériences Weekendoo. Ça permet de partager un moment en soi avec soi-même ou avec quelqu'un, mais plutôt que d'offrir quelque chose comme ça, Une expérience. Voilà. Et encore, c'est sûr que l'expérience est super, mais quitte à offrir quelque chose juste comme ça, comme tu dis, autant que ça ait du sens. Moi, je me souviens que le Noël où j'avais acheté des produits La Vie est Belle, j'étais trop fier en fait, parce que t'as en plus tout le packaging entre guillemets est bien fait. C'est-à-dire qu'il y avait ou alors c'est moi qui l'avais fait ça. Je sais plus si j'avais imprimé, si c'est moi qui avais imprimé un peu toute l'histoire de La Vie est Belle. Non, mais t'es trop chou. Avec comment ça a été créé. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, Greg, tu sais, quand il offre un cadeau, il fait un PowerPoint. Non, mais je voulais que les gens sachent. La rediffusion de l'émission. C'est clair. Non, mais tu vois, si tu cherches quelqu'un pour le packaging, voilà, il faut juste une imprimante. Et après, je prends 20 000 € par mois parce que bon, forcément, c'est fatigant d'imprimer des choses. Non, mais tu vois, c'était super de voir le regard des gens qui, qu'est-ce que c'est? Et puis tu vois toute l'histoire qu'il y a derrière. Et puis c'est hyper valorisant de se dire, ok, on m'offre pas un truc juste parce que c'est un truc ou juste parce qu'on n'avait pas d'idée, plutôt que l'énième écharpe de mamie ou de tati. Là, il y a un truc, c'est une ceinture et c'est pas n'importe quelle ceinture, ou c'est une culotte et c'est pas n'importe quelle culotte. Et ça, c'est super. Et justement, on rigolait sur Jeff Bezos et son magnifique poster, mais est-ce que tu penses que toi, tu es quand même protégé par rapport à ça? Je veux dire, si demain, après-demain, dans 1 an, dans 10 ans, La Vie est Belle explose pour X ou Y raison et que ça se fera, si ça devait se faire, ça se ferait de toute façon petit à petit. C'est comme ça que les gens se font prendre un peu dans l'engrenage. Mais est-ce que tu penses que tu as une sécurité, ou est-ce que tu as mis en place des sécurités pour pas devenir complètement dingue à te dire, ok, on va devenir une grosse machine? C'est marrant, je me suis jamais trop posé la question parce que je me fais un peu confiance là-dessus. Ouais. Je me fais confiance là-dessus, ouais, et je pense déjà de vouloir être indépendant financièrement, c'est toute une chose. Quand tu vois les entreprises qui sont jamais rentables et qui font levée de fonds sur levée de fonds sur levée de fonds, là je trouve que tu peux potentiellement perdre un peu les pédales et perdre un peu l'aspect pied sur terre, quoi, parce que tu dépenses de l'argent qui ne t'appartient pas, que tu n'es pas encore capable de générer avec l'entreprise, en vue de embaucher davantage et potentiellement atteindre des paliers de chiffre d'affaires. Mais en fait, c'est comme un mécanisme qui ne fonctionne que par picouse, entre guillemets, par apport de l'extérieur, mais qui ne vit pas tout seul, en fait. Et ça peut atteindre des échelles un peu disproportionnées, je pense, comme des boîtes comme Amazon. Mais nous, on est que on s'auto-génère, entre guillemets, tu vois. Il faudrait, c'est que notre chiffre d'affaires qui nous permet de grandir. Alors oui, on a une marge de progression, mais je pense que au moins ça nous permet de garder bien les pieds sur terre et d'éviter d'exploser, quoi. Ouais. Donc tu veux dire qu'en restant sur ce modèle-là, il y a peu de risques que tu deviennes une grosse machine à milliards et qu'il fasse de toi quelqu'un qui perd la pédale. Ouais, et je pense aussi que notre monde a besoin d'autres choses que des grosses machines à milliards pour faire tourner les choses. C'est possible. Dans le bon sens, ouais. Ça fait sens, ouais. Mais tu sais que là, par exemple, ce que tu viens de dire juste avant, je ne savais même pas que ça existait, des entreprises qui ne sont pas rentables et dans lesquelles des investisseurs injectent de l'argent. Mais c'est énormément de ce qu'on appelle les startups, justement. C'est pour ça que le mot startup qui veut plus trop rien dire, mais c'est le fait de démarrer et d'être très vite le plus gros, et donc d'être à la course toujours plus, et donc à l'instant T de jamais être capable de générer l'argent que tu dépenses, quoi. D'accord, donc en fait les boîtes sont jamais rentables, en fait. Les gens qui sont jamais rentables jusqu'au moment où elles le valorisent hyper cher et elles le revendent et ils ont atteint un palier énorme.
D'accord. Mais parce que moi, ce que je comprends pas, c'est les investisseurs qui foutent de la thune là-dedans. C'est quoi? Ils font un pari sur l'avenir en mettant des sous, peut-être qu'ils vont avoir les moyens de enfin être rentables et ça me rapportera des sous à moi. Ils récupèrent des choses. C'est-à-dire que plus tu investis dans une entreprise, c'est sous condition. Tu vois, tu donnes pas juste des sous en te disant ah tiens peut-être ça va me rapporter des sous. C'est-à-dire qu'ils récupèrent des parts dans la boîte ou ils récupèrent des trucs comme ça. Ils parient sur un cheval. Ils achètent un pourcentage ou moins que ça, mais d'une structure, en espérant que la part du gâteau va grossir et que du coup derrière ils vont récupérer beaucoup. Mais du coup dans cette idéologie là aussi, il y en a peu qui aboutissent. Il y en a peu qui vivent vraiment et qui arrivent vraiment à faire à rester en vie. Donc il y a plein de startups qui s'écroulent au bout d'un moment par manque de gens qui y croient et de gens qui injectent encore. Et donc le truc meurt alors qu'il n'a fait que cracher de l'argent, quoi. Ouais, après Enfin, ça va faire très discussion on est à 8h du mat dans le bar du coin devant un verre de blanc. Comme ça nous arrive à souvent. Libourne. Ou à Roubaix. Mais tu vois, moi, je me rends compte que je comprends pas grand-chose au monde qui m'entoure, mais je pense qu'on est nombreux comme ça. Et je trouve ça hallucinant de me dire qu'aujourd'hui, tu as des entreprises donc, qui peuvent, ou des startups, je sais pas comment on peut appeler ça, des trucs qui arrivent à vivre et à payer des gens, même si les idées sont complètement cons, que c'est des trucs qui servent à rien, ou même, bref. Parce que justement, il y a des investisseurs derrière et que du coup, après, il y a de la communication et le truc est vu. Et donc, bref, sa vie, peu importe si sa vie vote, peu importe si sa vie pendant 5-10 ans, mais même si ça vit qu'un an, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir bouffer, toucher un salaire grâce à ce truc inutile parce qu'il y a des gens qui y croient derrière. Ok. Et ce qui est aberrant, c'est que du coup, on perd le sens de ce pourquoi existe une entreprise. Une entreprise, elle existe pour répondre à un besoin et pour donc créer des produits ou des services qui répondent à un besoin. Bah oui. Et là, dans ce qu'on est en train de décrire, c'est finalement une entreprise qui est là pour créer de l'argent pour des investisseurs et donc parfois ces entreprises, et on voit le cas d'Amazon, qui poussent les gens à acheter alors qu'ils n'ont même pas besoin, mais au nom de faire grossir un chiffre d'affaires et donc des placements financiers, quoi. Ouais, ils veulent créer des nouveaux besoins chez les gens. Voilà, les persuader, vous avez des besoins que vous connaissez pas encore, on va vous expliquer ce que c'est. Et c'est complètement fou et puis c'est complètement injuste parce que je me dis, ok, il y a toi avec La Vie est belle qui est une belle illustration de ce qu'il est possible de faire et c'est super que tu sois arrivé là. Mais je me dis combien de gens comme ça ont des super idées avec des belles valeurs, mais qui n'y arrivent pas parce que justement ils rentrent pas sur le marché des startups, de tout ça. Ils se démerdent avec leur couteau et leur deuxième couteau. Voilà, ils ont deux couteaux, c'est très bien. Et ils mettent la main à la pâte, voilà, et pas dans le slip. Et puis c'est pas toujours facile, c'est pas toujours faisable. Et ça me fait penser à un autre truc en parallèle, tu vois. Et tout ça, je le dis par rapport à ce que tu fais, qui pour moi est, comme tu le disais, la logique de tout ce qui devrait être aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu crées une entreprise, tu dois savoir que tu es là tu réponds à un besoin et tu comprends tout ce qui se passe, c'est à échelle humaine et tout ça est très logique. Maintenant, nous, même du monde de la radio dans lequel on était avec Anso, on peut se rendre compte. Tu vas dans une petite radio locale, tu vas te rendre compte qu'ils sont deux où le mec est tout seul et il fait tout ce qu'il faut de bout en bout. Ok, imaginons il a créé sa web radio ou je sais pas quoi. Bon. Tout est logique. Si tu vas là-dedans, tu vas comprendre à quoi ça sert, comment ça vit, avec la pub qui permet de financer ça, et lui qui se sert ce salaire, et après il doit faire un peu d'affichage. Enfin, tu vas comprendre toute sa vie et comment il fait vivre sa radio. Ok. Maintenant, tu vas dans une grosse radio comme on était avec Anso et toutes celles qui existent, dans les bureaux, aux différents étages, tu vas toujours voir des gens qui sont là, un peu à courir entre deux trucs, et qui gagnent très bien leur vie, souvent ces gens-là, et qui sont là pour organiser des réunions. Juste pour dire ça va pas, quand les audiences tombent et que c'est mauvais, ils sont là pour dire ouais ça va pas là, il va falloir changer des choses et ils vont devoir motiver les gens qui ont les idées pour changer des choses. Mais du coup à quoi ça sert ce genre de poste là? Il y en a plein des postes fantômes. Les bullshit jobs. Exactement, les bullshit jobs. Tu te dis mais merde. Et en fait, je trouve ça, c'est vraiment un cri du cœur d'adolescent attardé, débile peut-être. C'est fatigant, t'as raison. Mais c'est fatigant parce que je connais tellement de gens et on connaît tous tellement de gens. Et des fois, ces gens-là, c'est nous-mêmes qui ont juste envie de faire des choses, qui ont envie de créer des choses, qui ont envie de se mettre au service, qui n'y arrivent pas parce que c'est très difficile aujourd'hui le monde du travail, surtout pour trouver quelque chose qui fait sens. Et à côté de ça, on laisse vivre des structures ou des gens
on donne de l'argent à ces structures ou à ces gens qui sont inutiles. C'est dingue, en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais j'apporte pas de solution, ça sert à rien d'applaudir. C'est Non, comme mais quelqu'un c'est- qui dit il pleut aujourd'hui, ça mouille. Bah oui, il pleut, ça mouille. Oui, Tu mais l'as au dit, moins- là, c'est fini. Moi, ça veut dire que déjà tu préviens, et puis là, ça permet de. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui se sont jamais posé cette question-là et qui se disent ah ouais, c'est vrai que moi aussi, il y a des bullshit jobs qui vont Mais arrêter. Et puis... Je trouve que ça amène à la question de c'est toujours l'ambivalence entre est-ce que on dit fuck au système et on monte notre propre monde, nouveau récit, tu vois, ou est-ce que ou est-ce qu'on essaie de faire pivoter l'ancien système qui est encore malheureusement trop présent, qui détruit le vivant et qui est sur d'anciens schémas mais qui sont néfastes. Comment on fait, quoi? Entre l'un et l'autre, quoi. Ouais, changer l'ancien monde, nous on a essayé à notre petite échelle. Bon, l'ancien C'est monde vrai. Nous a bien fait C'est vrai que comprendre qu'il fallait qu'on ferme nos gueules. mais vous l'avez fait un peu quand même, non? mais Oui, on a Je sais essayé. pas, en nous faisant intervenir et tout, tu vois. Ouais, on a En essayé. faisant intervenir des entrepreneurs, En fait, on n'a des pas hommes, des essayé. femmes qui se bougent. On n'a pas essayé en réalité. C'est vrai qu'on l'a fait, tu vois. On a quand même mis en avant des super belles initiatives et on a mis en avant. C'est toi qui dis tout le temps cette phrase que je trouve super. On a mis la lumière sur ceux qui l'ont pas, en fait, la lumière. Et donc c'est super en fait. Et je pense que c'est aussi la vie qui fait que, tu vois. C'est ni nos anciens patrons, ni de leur faute, ni de notre faute. Je pense que c'est un espèce de mélange de plein de choses qui font que nous, on avait aussi besoin de reconnecter à la nature aussi. Reconnecter à quelque chose de plus vrai et de moins... Et puis c'est lourd à porter ce genre de truc en fait quand tu veux changer les choses. Enfin moi je sais que je suis souvent il faut que tout marche tout de suite quoi quelque part. Si on avait fait cette émission et qu'à côté les autres émissions ou les autres radios s'étaient dit mais c'est cool en fait on peut faire du divertissement mais avec du fond ils ont raison on va faire pareil et tout, j'aurais été trop content tu vois. Non pas parce que enfin, j'espère en tout cas que j'aurais pas été content juste par ego en me disant c'est nous qu'on l'a inventé ce concept. Mais juste de se dire putain, les choses bougent. Maintenant, quand tu as l'impression d'être un peu seul, et une fois de plus, c'est parce que le monde est comme ça, soit tu as la force de dire ok, on voit sur le long terme, ça va payer, soit ça te crame trop de l'intérieur et t'arrêtes. Mais bon, bref, à la base, là, évidemment, on voulait parler de toi et on finit par parler de nous comme d'habitude, parce qu'on Bah non, mais ça me plaît. on est auto-centré. Mais c'est moi qui vous ai posé une question. Mais c'est ça qui est super avec La Vie est Belle aussi. C'est pour ça que j'invite vraiment les gens à acheter. Je parlais de Noël, mais pour les anniversaires, pour tout, à acheter chez toi. C'est pas pour faire de la pub comme on ferait de la pub pour je sais pas qui nous a donné de l'argent. Parce que là, on n'est pas dans ce rapport-là. Et puis surtout, il nous a donné 0. Hein. Nous, ça, c'est sûr. Une culotte, une ceinture, mais bon, ça commence Ah oui, à c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc on peut pas dire qu'il on nous est a un rien peu. donné. C'est vrai. C'est pas gentil. C'est cracher dans la soupe ce qu'on fait. C'est vrai. Mais en tout cas, mettre du sens dans ce que tu achètes, savoir que c'est fait par des gens que tu peux toucher du doigt. C'est une image, ne touchez pas les gens du doigt, vous savez que c'est interdit. Mais qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce qu'il est bon ce retour à ça, de la même manière que c'est cool de savoir à qui tu achètes tes légumes aujourd'hui, que c'est le petit producteur du coin. Qu'est-ce que c'est bien de savoir ça. Et tu vois, après j'arrête de parler parce que ça fait maintenant 27 minutes que je parle. Mais je me faisais cette réflexion il y a quelques heures, je crois, tout à l'heure chez moi. Parce que j'ai un mur blanc et je me disais j'aimerais bien avoir un tableau, et après je me suis dit la peinture c'est cher, j'aimerais bien une belle peinture mais c'est cher, et je me suis dit mais c'est ça qui est beau aussi, sans acheter des peintures de grands peintres et tout, mais quand tu achètes une peinture, même un gars que tu connais pas, Michel Foulard, qui habite à côté de chez toi et qui te vend sa toile 92 €, tu te dis putain c'est cher 92 €, ouais mais Michel Foulard, c'est Michel Foulard, hein. Ouais, bah ouais. déjà c'est lui, il a passé 2 heures, 3 heures, 5 heures, une journée, j'en sais rien, à faire ce tableau. Qui sera une pièce unique sûrement, que tu auras chez toi, mais je veux dire t'achètes pas ça chez Castorama ou Leroy Merlin avec des trucs qui sont sortis comme ça à la chaîne. T'achètes le travail que Michel Foulard a fait avec son énergie du moment, et je sais pas si ça se voit que ça a un lien avec ce qu'on disait avant, ce que je suis en train de dire, ou si ça fait genre le mec qui part dans tous les sens. Mais c'est que j'ai l'impression. Bah si, ça a clairement l'air. Si, c'est un lien, bien sûr. C'est ça que, en tout cas, moi, je veux retrouver maintenant. Parce que on a trop été habitués, comme tu le disais tout à l'heure en parlant des vêtements fabriqués à l'autre bout du monde, on a trop été habitués au fait de raisonner en tant que prix et en se disant, OK, 3 € pour un t-shirt, ça va, parce que c'est un t-shirt blanc. Non, ça va pas. Achetons mieux, achetons avec plus de sens. Et dans la mesure du possible, une fois de plus. Moins est mieux, quoi, comme d'hab. Exactement. Sauf que faire la transition, j'ai bien conscience que ce soit hyper compliqué et qu'aujourd'hui, une fois que tu as payé ton loyer et le crédit de la bagnole et la cantine des enfants et je sais pas quoi,
tu fais aussi avec ce qui te reste. Donc, tu Bien essaies sûr. de faire mieux, mais avec ce qui te reste. Et des fois, si tu as besoin d'un t-shirt, mais que tu n'as que 7 € sur ton compte en banque, bah, tu pourras pas faire autrement qu'acheter un t-shirt à 7 €, quoi. Ça y est, j'ai fini ma phrase, vous pouvez continuer tous les deux. Écoute, déjà Hubert, on va te remercier, on va te laisser parce que ça fait quand même un petit moment qu'on discute, donc merci beaucoup d'avoir été avec nous. Non, Moi, je te on propose, le tient en otage, c'est pas pareil. je te propose Hubert que pour ton prochain article, tu puisses sortir des foulards qu'on pourrait appeler Michel. Ah là là, Michel Foulard, ils Voilà. sont uniques. Ils Ouais. seront uniques. Et on les trace sur les murs. Et on va mettre tous les liens pour aller sur le site. Enfin, bon, aller sur le site de La Vie est Belle. Vous êtes autonome. Est-ce que tu as des petits, du petit teasing ou des petites idées que tu peux nous révéler déjà sur ce que vous allez faire par la suite? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous êtes en train d'étudier pour faire des nouveaux produits ou pas encore? Ouais, carrément, on travaille sur un porte-carte en ballon de rugby, justement. Maintenant, on était pas mal sollicité pour revaloriser ça avec la Coupe du Monde, Ouais. notamment par la Fédé. Et puis, on a une collab très cool qui arrive dans un mois avec une autre marque très cool qui est basée près d'ici. Niveau teasing, c'est bien ça? Bah, non, moi, j'aimerais bien savoir ce qui c'est. On s'imagine Eh ben, ce que c'est. on n'en parle pas encore, mais c'est bientôt. Et Ok. est-ce que tu peux même pas dire genre le La produit... première lettre. Non mais le produit ça va être un truc qu'on porte sur nous, ça va être un Ouais, accessoire. ouais, non, mais carrément, on est sur un t-shirt. Ah ok. Mais justement, un t-shirt qui n'est pas comme d'hab et qui va être stylé, qui va être bien. Bon, bah, Avec donc, de l'upcycling et pas que. Un t-shirt en béton. pas très confort, mais Avec la il a farge. le mérite d'être original. Moi, tu fais des bonnes siestes, tu dors. Ah bon, on va se tenir au courant, c'est trop bien. Bah, de toute façon, suivez sur les réseaux sociaux La Vie est Belle pour connaître toutes les infos. Merci beaucoup, Hubert. Bah ouais, merci. Mais merci Ouais. à vous, ça fait trop plaisir. Et puis, big up, on se tient au jeu, on est une grande famille, tu sais. Bah oui, avec plaisir. Ouais. Faut que vous passiez du côté de Libourne. de Libourne, De Lisbonne, ouais. parce que Ouais, c'est c'est trop con. Ça plante pas. Hein. Voilà, comme on dit, voir Libourne et mourir. Enfin, en général, c'est voir Libourne et après mourir à Libourne direct sur le coup. On se dit, mais c'est quoi ça? Arrête Arrêtons rigole. de charrier. Moi, c'est ma nouvelle ville et je l'aime beaucoup. Mais oui, moi aussi je l'aime en Bon. vrai, tu sais. Qui aime Allez. bien Châtillon. Encore bravo et gros bisous. Allez, à Bisous. très bientôt. Gros bisous, Hubert. Salut Hubert, merci. Ciao. Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 €, 5 €, 10 €, 100 €, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au revoir. Cordialement. Ah oui, je l'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps cordialement.